Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un plat, mais en fait, on va surtout regarder toute l'histoire que ce plat raconte sur notre époque. Oui, et le sujet, c'est le fameux Buddha Bowl. Exactement. Et pour nous guider, on a un texte vraiment passionnant du linguiste et sociologue Pierre Frazet. C'est tiré de son analyse Saine alimentation entre nutriments et storytelling. Et dans ce texte, il décortique un article au titre Très évocateur. Ah oui, Oui. Ni viande ni poisson, voici le secret santé des Buddha Bowls colorés et équilibrés. Tout un programme. Bonjour. L'objectif, du coup, c'est de comprendre comment ce simple bol de légumes et de céréales est devenu bien plus qu'un repas. C'est devenu un symbole de bien-être, une sorte de déclaration morale. Et peut-être même, comme le suggère Fraser, une solution qui est finalement très confortable à des problèmes qui, eux, sont très complexes. Alors on va voir ce qui se cache au fond de ce bol. Allez, on y va. Alors, le point de départ, c'est l'attrait presque immédiat du Buddha Bowl. Il est présenté comme une évidence. Oui, c'est ça. C'est coloré, donc c'est équilibré. C'est végétal, donc c'est sain. La promesse, elle est visuelle. On n'a même pas besoin de lire l'étiquette. L'article parle même d'un arc-en-ciel nutritionnel. C'est ça. Et cette image semble suffire comme preuve scientifique. C'est assez fou. C'est le cœur du premier système de pensée que Fraser identifie. Il appelle ça le régime discursif bio-industriel. C'est un terme un peu technique, ça. Oui, mais l'idée est assez simple en fait. C'est un langage qui transforme la santé en une question de design, un peu comme si on choisissait un meuble en kit. Ah, j'aime bien l'image. Si les pièces ont l'air de bien s'assembler, que l'ensemble est joli, on suppose que c'est solide, que ça fonctionne. D'accord. Donc, si mon bol ressemble à une photo Pinterest avec le quinoa bien rangé, les damames, les tranches d'avocat parfaites, je me dis instinctivement que c'est bon pour moi. C'est tout à fait ça. La composition visuelle devient une garantie nutritionnelle. Et ce discours, il n'est pas autoritaire. Non, justement, il ne contraint pas, il suggère une harmonie. Il propose une grammaire très claire. Céréales complètes, légumineuses, légumes, super aliments. Et le message sous-jacent, c'est si on suit cette recette visuelle, on fait ce qu'il faut. Voilà, on n'a plus besoin de se poser de questions compliquées. Critique de Fraser là-dessus. Qu'est-ce que cette belle image cache ? Le mais, c'est que cette simplicité, elle est très efficace pour rendre le monde, confortable. Pensez aux vrais enjeux, la santé publique, l'impact de l'agriculture, les chaînes d'approvisionnement. Oui, ce sont des questions angoissantes, très complexes. Exactement. Et le discours du Buddha Bowl, lui, il traduit tout ça en une solution individuelle, élégante et super facile à faire dans sa cuisine. C'est ça. Fraser utilise un terme pour ça, je crois, il parle d'un objet total. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que le bol, ce n'est plus juste un repas. Ça devient un concentré de signification. Un modèle de vie, un signe d'appartenance à un groupe qui fait attention. Voilà. Le consommer, ça devient moins un acte pour transformer le système qu'un acte pour signaler une posture vertueuse. On montre qu'on fait le bon choix sans avoir à creuser les zones d'ombre. Comme le fait qu'il n'y ait pas de viande, par exemple. L'article le dit bien, ni viande, ni poisson. C'est posé comme un avantage en soi, un point final. Précisément. Et l'analyse de Fraser, elle pointe une ironie là-dedans. La morale alimentaire, ici, c'est une simple soustraction. On enlève la viande et hop, le plat devient bon. C'est ça. C'est une vision très apaisante qui évite le conflit. On n'a pas besoin de se demander si le soja de notre tofu a causé de la déforestation ou si les légumes ont été cultivés sous serre en plein hiver. Le simple fait d'avoir retiré la viande suffit à donner une validation morale au plat. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment un problème d'éviter le conflit ? Peut-être que ce que les gens cherchent, c'est justement une solution simple et positive, pas une nouvelle raison de se sentir coupable à chaque repas. C'est un excellent point, et c'est pour ça que ce discours fonctionne si bien. Il répond à un désir tout à fait légitime de bien faire, sans que ça devienne une charge mentale insupportable. Alors, où est le problème, selon Fraser ? Le problème, c'est pas l'intention de la personne. C'est le fait que ce discours est récupéré par une logique industrielle. Ça permet au système de s'adapter en surface, en proposant des produits sains, éthiques, sans jamais changer ses fondements. La standardisation ? Les longues chaînes logistiques ? Le profit ? Tout à fait. Le Buddha Bowl, en fait, c'est pas une révolution. C'est une adaptation douce du capitalisme alimentaire. D'accord. Donc si je résume, on a cette première lecture, la version officielle des magazines Vania. Le Buddha Bowl, c'est la solution parfaite, individuelle, belle et bonne. Mais j'imagine que tout le monde n'avale pas cette histoire. Non, loin de là. Quel serait le regard d'un critique, de quelqu'un qui gratte un peu sous le vernis ?
Ce serait le deuxième régime discursif de Fraser, le régime écosocial. Et celui-là, il lit le même bol avec beaucoup plus de prudence, voire de suspicion. Là, la question centrale change. Oui. Ce n'est plus qu'y a-t-il dans mon assiette, mais d'où viennent les ingrédients? Dans quelles conditions ont-ils été produits? À quel coût écologique et social? Alors là, j'imagine que des ingrédients stars du Bouddha Bowl comme l'avocat ou le quinoa en prennent pour leur grade. L'avocat, qui est devenu le symbole du manger sain, devient soudain le grand méchant. Exactement. Sous ce regard, on ne voit plus un fruit vert et crémeux, on voit les 2000 litres d'eau qu'il a fallu pour produire un seul kilo d'avocat au Chili. Et l'impact sur les communautés locales qui manquent d'eau. Voilà. On ne voit plus le quinoa comme une super protéine, on voit la flambée des prix qui a pu empêcher les populations andines de se le payer. La belle image se fissure complètement. C'est fascinant. L'esthétique si parfaite du bol me vient elle-même suspecte alors. C'est comme si elle servait à masquer ces contradictions. C'est l'hypothèse de ce régime de lecture, oui. Là où le discours bio-industriel se concentre sur l'effet sur le corps de l'individu, ici et maintenant, Le régime écosocial, lui, il interroge les effets à distance sur les territoires, les écosystèmes. le bien-être de l'un ne peut pas se faire au détriment du mal-être des autres. C'est une vision beaucoup plus exigeante. Après cette critique très dure, j'ai l'impression que le Bouddha Bowl est indéfendable. Est-ce qu'il y a une manière de le sauver? Une version qui serait acceptable pour quelqu'un de soucieux de l'écologie? Oui, et c'est la troisième voie que Fraser explore, le régime local durable. Ce n'est ni une sacralisation, ni un rejet total. C'est une approche beaucoup plus pragmatique, qui dirait « oui, le Bouddha Bowl, pourquoi pas, mais à certaines conditions ». Exactement. Il n'est acceptable que s'il respecte la saisonnalité, les circuits courts, une cohérence territoriale. La santé n'est plus seulement nutritionnelle, elle devient territoriale. C'est une idée forte, ça. J'imagine que ça change complètement l'apparence du plat. Ah oui, radicalement. Un Bouddha Bowl préparé en hiver dans le nord de la France n'aura pas les couleurs vives d'un bol californien. On est plutôt sur de la carotte, de la betterave, du chou. Absolument. Ce régime valorise l'adaptation au lieu, au climat, à la saison. Il accepte moins la standardisation esthétique qui est pourtant la clé de son succès sur Instagram. On peut avoir une sobriété visuelle, une irrégularité des formes, qui sont le signe d'une production plus respectueuse. On troque l'esthétique globale contre une éthique locale, c'est ça. Mais cette vision locale durable, est-ce qu'elle n'est pas un peu élitiste? Tout le monde n'a pas accès à un marché de producteurs locaux ou les moyens d'acheter ces produits. C'est la critique principale qu'on peut lui faire. En effet, elle suppose un consommateur éduqué, qui a du temps et des moyens. Fraser ne dit pas que c'est la solution parfaite. Il montre juste que c'est une autre manière de lire le plat. Oui, avec ses propres valeurs et ses propres angles morts. Ce qui nous amène à la quatrième et dernière lecture, qui est peut-être la plus déroutante. Laquelle donc? Le régime techno-nutritionnel. Celui-ci, il est froid, rationnel. Il évacue presque toute la dimension symbolique, morale ou esthétique. Il lit le Bouddha Bowl comme une simple matrice de macronutriments. C'est ça. On ne voit plus des légumes et des céréales, on voit des grammes de protéines, des fibres, un index glycémique, une densité en vitamines. La couleur, l'harmonie, l'histoire du producteur, tout ça devient du simple décor. C'est une lecture du plat par tableur Excel, en quelque sorte. C'est tout à fait cette logique. On ne déguste plus une carotte, on ingère 0,3 g de protéines et 25 calories. Ça change tout le rapport à la nourriture. Ça enlève toute la poésie, c'est sûr. Mais j'imagine que cette approche a ses avantages. Elle doit permettre de débusquer les faux-semblants. Et c'est là toute l'ironie que Fraser souligne. C'est souvent cette analyse froide et chiffrée qui révèle les limites nutritionnelles de certains Bouddha Bowls parfaits. Ah oui, Un bol peut être très beau, très végétal, et en même temps manquer de protéines, être trop riche en sucre à cause des sauces, ou tout simplement pas assez calorique pour un repas complet. le tableur Excel est parfois un redoutable révélateur de mythes. Exactement. C'est incroyable de voir comment un même objet, un bol de nourriture, peut être lu de 4 manières si différentes. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Le discours initial de l'article, la belle histoire de l'arc-en-ciel nutritionnel, c'est pas un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. C'est une simplification extrêmement habile. C'est la conclusion de Fraser. Il parle d'un compromis discursif très maîtrisé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le discours dominant est très intelligent. Il emprunte des mots au vocabulaire de l'écologie, comme naturel ou végétal, sans en adopter la radicalité politique. Et il flirte avec la science nutritionnelle, avec les mots équilibre, nutriments, sans en avoir la rigueur. Tout à fait. Et en se concentrant toujours sur l'individu,
son bien-être, ses choix personnels. Hmm. Il évite de remettre en question les logiques industrielles globales. C'est ça qui en fait un objet si consensuel. C'est ce qui en fait l'objet parfait pour notre époque. Il a cette capacité incroyable à naviguer entre tous ces mondes sans faire de vagues. Il est assez vert pour une sensibilité écolo de surface, assez sain pour la nutrition grand public. Et assez personnalisable pour s'intégrer à la logique de marché. C'est un vrai caméléon. Il peut être un peu de tout, pour tout le monde, sans jamais vraiment déranger personne. C'est précisément cette plasticité qui fait sa force médiatique. Et comme le suggère Fraser, c'est peut-être aussi sa plus grande limite. Parce qu'en voulant plaire à tout le monde en évitant le conflit, il ne change peut-être rien en profondeur. Rien au système, qu'il prétend implicitement critiquer, non. Ce qu'on voit retenir de cette analyse, finalement, c'est qu'une tendance, même aussi simple qu'un plat, est une fenêtre fascinante sur notre société. Oui, la manière dont on nous raconte la nourriture est au moins aussi importante que ce qu'il y a dedans. Absolument. Et ces 4 régimes que Fraser nous propose, ce sont des outils formidables pour développer un regard critique. Pas seulement sur le Bouddha Bowl d'ailleurs, on peut les appliquer à toutes les solutions parfaites, simples et élégantes qu'on nous propose, que ce soit en alimentation, en bien-être, en développement personnel. C'est un filtre de lecture, en fait. Une sorte de grille d'analyse pour ne pas s'en tenir à la première histoire qu'on nous raconte. Exactement. Il s'agit toujours de se poser les bonnes questions. Quel est le récit qu'on me propose? Qui parle et d'où? Sur quoi mettons l'accent? Et surtout, qu'est-ce que ce récit laisse volontairement ou pas de côté? Eh bien, ça nous laisse avec une pensée pour la route. La prochaine fois qu'un plat, un produit ou même une idée nous est présenté comme la solution simple, saine et équilibrée à un problème complexe, quelle est la première question qu'on pourrait se poser pour regarder au-delà de l'assiette et décrypter l'histoire qu'on est en train de nous raconter ?